Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la DOC de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'animation et plus précisément à défaire les a priori sur l'animation jeunesse. Si ce secteur concerne près de 4 millions de jeunes et plus de 350 000 animateurs et animatrices, il reste encore largement méconnu. Il est souvent associé aux loisirs et relégué aux marges de l'école. Nos intervenants viendront nous présenter les véritables enjeux pédagogiques et professionnels que recouvre le secteur de l'animation jeunesse. En effet, Yael Amsalem-Mingui, Hugo Bréant, tous deux sociologues, et Emmanuel Porte, politiste, ont co-dirigé cet ouvrage justement intitulé « Idées reçues sur l'animation jeunesse ». Il est paru aux éditions du Cavalier Bleu avec le soutien de l'INJEP. Cet ouvrage collectif réunit une dizaine de contributions de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales. Ils ont travaillé sur les ressorts actuels du secteur de l'animation jeunesse, ses récentes évolutions, son univers professionnel ou ce que vivent les enfants et les adolescents dans ces espaces éducatifs. Yael Amsalem-Mingui, Hugo Bréant et Emmanuel Porte, chargés d'études et de recherche à l'INJEP, s'appuieront sur les résultats de ces enquêtes originales pour redéfinir les contours de l'animation, ses métiers et ses publics. Cette présentation sera suivie d'un temps d'échange de questions-réponses basé sur vos questions, questions que vous pouvez poser dès à présent en utilisant le système Q&R que vous trouverez en bas de votre écran. Cette séquence sera animée par Joachim Timothéo, chef de la mission études et recherche à l'INJEP. Avant de laisser la place à nos intervenants, je vous rappelle que les rendez-vous de la DOC sont enregistrés et seront rapidement mis en ligne sur le site de l'INJEP, www.injep.fr. Vous trouverez également sur le site de l'INJEP la bibliographie sur l'animation réalisée par la mission documentation. Un dernier mot encore pour remercier la mission valorisation et diffusion de l'INJEP qui a organisé cet événement et en assure tous les aspects techniques. J'invite maintenant Yael Amsalem-Mingui, Hugo Bréant et Emmanuel Porte à défaire les idées reçues sur l'animation jeunesse. Très bonne séance à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence pour ce rendez-vous de la doc qui est effectivement consacré à la présentation du livre Idées reçues sur l'animation, qui est un livre qu'on a coordonné à trois avec Yael et Emmanuel qui sont tous les trois chargés d'études et de recherche à l'INJEP. Un livre qu'on a coécrit avec différents auteurs dont la liste va s'afficher sur l'écran, mais que je vais prendre le temps de citer quand même. Laurent Besse, Baptiste Besse-Patin, Cyril Bock, Paul Brumand, Jérôme Camus, Julien Fuchs, Simon Kéchichian, Francis Lebon, Julien Netter, Jordan Paris, Marion Perrin et Nathalie Roucous, qu'on remercie d'avoir participé à ce projet et qu'on remercie pour leur chapitre dans cet ouvrage. Un ouvrage qui est édité chez Le Cavalier Bleu. On en profite aussi pour remercier notre éditrice Marie-Laurence Dubré pour son accompagnement. Et on est très content de vous annoncer que ce livre sort aujourd'hui et que donc après le rendez-vous de la doc, vous pourrez vous rendre chez vos libraires. Alors, pourquoi ce livre? D'abord parce que l'INJEP mène depuis de longues années des études sur l'animation. D'abord, la mission enquête, données et études statistiques, la MEDES traite tous les ans de données administratives, notamment sur la fréquentation des accueils collectifs de mineurs, notamment sur l'obtention de brevets de diplômes de l'animation dont on reparlera tout à l'heure. Et puis parce que la mission études et recherche à laquelle nous appartenons tous les trois produit et soutient des recherches sur l'animation. Pour ne citer que les plus récentes, en 2020-2021, il y avait eu 2 rapports, notamment sur les colonies de vacances d'Émilie Morand et de Pauline Clèche. En 2025, il y a une parution de 4 rapports dédiés à l'animation dans différents lieux, dont certains et certaines des auteurs et autrices sont présents d'ailleurs dans cet ouvrage. Et puis en 2026 paraîtra une revue de littérature sur les colonies de vacances en Europe et aux États-Unis. Et puis, on a différentes revues qui sont soutenues par l'INJEP, qui sont les Cahiers d'Action et Agora Débat Jeunesse, qui publient régulièrement, vous en avez des exemples à l'écran, des numéros dédiés à l'animation. Donc, l'objectif, c'était un petit peu de centraliser tout ça dans un projet commun, et on a donc mobilisé une équipe de chercheurs et de chercheuses
très pluridisciplinaire en histoire, en sociologie, en sciences de l'éducation, en sciences politiques, pour, donner à voir toutes ces données, toutes ces recherches, existantes et puis participer aussi, autant que possible aux réflexions collectives et donc l'idée d'un livre s'est rapidement, dessinée. Un livre qu'on souhaitait accessible au plus grand nombre. Alors d'abord à celles et ceux qui connaissent peu ou mal, l'animation, aux acteurs et aux actrices du secteur de l'animation, mais plus largement, des mouvements d'éducation populaire, aux lycéens, lycéennes, étudiants et étudiantes qui se destinent à des diplômes de l'animation professionnelle et à ce titre, le livre est vraiment conçu comme un support pédagogique qui peut leur être utile, en tout cas pour leurs enseignants et enseignantes. Et puis aussi un livre destiné aux acteurs publics, nationaux et locaux. On a donc pensé ce livre, avec des entrées thématiques, des chapitres très courts, synthétiques, qui donnent à voir, des éléments de cadrage et des réflexions, générales et qu'on a, essayé le plus possible, mais je crois que ça a été fait, de ne pas être jargonnant et donc de pas être lisible seulement par un public, universitaire. Et puis, l'angle des idées reçues nous est apparu, important, notamment parce que, c'est un secteur qui fait partie de l'imaginaire collectif. Beaucoup, de personnes ont des souvenirs personnels de centres aérés, de colonies de vacances et pourtant ça reste aussi un secteur qui est méconnu, qui est parfois déconsidéré parce qu'il est associé au loisir, à l'amusement, bref, à des choses qui ne sont pas toujours, considérées comme sérieuses et donc à partir de nos différentes enquêtes, de sciences sociales, le but c'était de faire le point sur ce que l'on sait, sur ce que l'on croit savoir, sur l'animation. Ce qui veut dire que dans ce livre, il y a des idées reçues qui vont être pour certaines nuancées, pour d'autres, complètement renversées et puis, pour certaines, on le verra, qui peuvent être aussi confortées, parce que les perceptions sont parfois assez justes. Pour finir cette introduction, bah, le livre, se structure en 3 parties. La première porte sur le secteur de l'animation en général, sa place historique, sa place actuelle, notamment à côté de l'école et des mouvements d'éducation populaire. La deuxième partie se centre plutôt sur les métiers de l'animation. Qui sont les animateurs et les animatrices? Quels sont leurs profils? Quelles sont leurs formations? Quelles sont leurs conditions de travail? Et puis la troisième partie porte, principalement sur les missions, les rôles des animateurs et des animatrices et sur les publics qu'ils accompagnent. Essayer de comprendre que font, ces animateurs et ces animatrices au quotidien, quels sont les enjeux d'accompagner, d'encadrer et de proposer des activités, aux jeunes. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous faire une présentation exhaustive de tous les chapitres, on va vous donner un peu un aperçu, et puis, au passage, vous donner quelques éléments de cadrage, à partir de ces enquêtes. Mais je laisse Emmanuel, commencer, pour nous présenter la première partie. Oui, alors tout à fait. On a effectivement organisé l'ouvrage autour de ces trois parties. Et la première partie, en fait, elle se propose de comprendre l'animation en la replaçant un peu dans une longue histoire, puisque finalement, le rapport à l'animation aujourd'hui, ça travaille, ça croise le travail éducatif, les expérimentations associatives, des enjeux de professionnalisation. Et donc, en fait, ça renvoie à des liens à la fois avec le monde de l'école, avec le monde de l'éducation populaire et avec la question des politiques de jeunesse de manière plus générale. Et on a dans l'ouvrage notamment Laurent Besse et Julien Fuchs qui montrent assez bien comment dès les origines et donc dans la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la centralité de l'éducation comme modèle politique républicain va être au cœur de la réflexion sur les premières expérimentations qui visent en fait à combler la vacance du temps scolaire, c'est-à-dire comment occuper les enfants quand ils ne sont pas à l'école. Et donc les premières expérimentations de colonies de vacances, de patronage, qui sont en fait d'une certaine manière les ancêtres de beaucoup des structures d'animation aujourd'hui, elles sont nées de ce contexte de généralisation de la scolarité primaire obligatoire, mais elles ont vu les pratiques qu'elles ont accompagnées évoluer dans le temps, avec au départ des logiques évidemment d'occupation et de gardiennage qui vont vite glisser vers des missions beaucoup plus pédagogiques, avec d'ailleurs un changement dans la nomination des métiers. On glisse vers des moniteurs, puis vers des éducateurs, puis ensuite beaucoup plus tard, dans les années 60, vers les animateurs. Mais donc c'est un processus de longue durée. Et on a voulu revenir aussi sur cette dimension-là parce qu'elle vient témoigner aussi d'une forme de continuité pédagogique entre le monde scolaire et le monde de l'animation, dont on n'a pas toujours la mémoire, parce qu'on a
tendance parfois à opposer ces deux mondes. Or, dès le départ, en fait, les premières expérimentations et les premières associations qui sont créées pour développer des loisirs qui vont alimenter les pratiques d'animation, c'est des choses qui sont portées par des enseignants qui vont s'appuyer sur les lois sur les associations et l'autonomie associative pour faire des expérimentations pédagogiques, aussi bien dans des auberges de jeunesse, dans du scoutisme, et pour créer des mouvements comme les CMEA, les Franca, qui sont tous des mouvements qui naissent dans la première moitié du XXe siècle. Ce qui fait que quand on arrive dans la deuxième moitié du XXe siècle, après la guerre, on hérite d'une situation où on a déjà un réseau associatif national structuré avec des fédérations qui se revendiquent de l'éducation populaire et qui ont mené des expérimentations en matière éducative, qui ont travaillé les problématiques d'éducation nouvelle, de pédagogie active. Et on a en même temps un État qui cherche à penser la citoyenneté avec l'éducation populaire, donc avec ce déjà-là, cet existant, et qui va accompagner la montée en puissance aussi de ce réseau avec des logiques de reconnaissance via des agréments, des subventions, des mises à disposition de personnel de l'éducation nationale dans les associations d'éducation populaire. On voit aussi se développer dans cette période-là toute une série d'équipements, des MJC, des clubs, des centres de loisirs, des foyers de jeunes travailleurs. On développe aussi des dispositifs de reconnaissance et d'accompagnement à la reconnaissance des compétences, hein, les fameux diplômes de l'animation à la fois volontaire et professionnelle, BAFA, BAFD, qui vont se développer progressivement, et puis des corps d'État, des métiers dans la fonction publique dédiés au suivi de ces activités, et notamment via le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc l'idée, c'était de montrer dans l'ouvrage que c'est une combinaison en fait d'initiatives associatives plus un soutien des pouvoirs publics qui va permettre de faire émerger à partir des années 60 ce qu'on va appeler un secteur de l'animation, qui a pour objectif d'être un levier pour la démocratisation culturelle, l'accès aux loisirs et l'accès au sport. Et d'une certaine manière, c'est aussi une forme de reconnaissance et de professionnalisation de ces initiatives qui avaient été prises au nom de l'éducation populaire. Alors tout ça produit évidemment un changement d'échelle important, et quand il y a changement d'échelle, il y a aussi souvent changement de nature, donc professionnalisation, réorganisation du secteur. Et puis on rentre aussi dans une nouvelle période où entre la fin des années 70 et les années 90, on rentre dans une période beaucoup plus marquée par la crise économique, avec des problèmes d'emploi pour les jeunes, avec une lecture en termes d'insertion, des lectures plus individualisées. On va se mettre à parler de politique de jeunesse plus spécifiquement, avec d'ailleurs une sociologie qui l'étudie et qui l'accompagne et qui naît à cette époque-là. Et on va progressivement avoir tous ces anciens engagements bénévoles portés par des enseignants pour encadrer des colonies de vacances, des activités périscolaires ou qui étaient via des mises à disposition investies dans ce tissu associatif-là, qui vont être remplacés par tout un corps professionnel d'animateurs et surtout en fait d'animatrices qui vont se spécialiser avec toutes les spécialités qu'on connaît maintenant, de l'animation socioculturelle à l'animation sportive, en passant par des sous-spécialisations avec des animateurs spécialisés sur les questions d'environnement, sur les questions de culture scientifique et technique, etc. Et donc c'est véritablement une branche professionnelle qui va se structurer à la connexion du social, de la culture, du sport et de l'éducation, et dont l'incarnation a été l'acronyme en fait des ACM, dans lequel on a progressivement stabilisé en fait ces activités, avec donc des accueils sans hébergement qui renvoient plutôt aux accueils de loisirs et aux accueils de jeunes, des accueils avec hébergement qui renvoient plutôt aux séjours de vacances, aux séjours plus courts ou à des séjours spécifiques. Et puis les accueils de scoutisme qui ont aussi un statut un peu à part. Et donc là, on a à la fois les idées reçues de Jérôme Camus sur les centres aérés, le périscolaire, celles de Francis Lebon ou celles d'Hugo qui sont dans cette première partie, qui viennent aussi éclairer différents aspects de ces activités-là. Et puis on a enfin dans cette partie-là euh, l'éclairage du fait que cette évolution historique, elle a positionné en fait dans les politiques de jeunesse l'animation un petit peu au cœur de ces politiques de jeunesse qui se développent à partir des années 80, puisqu'en fait elle est à la fois une branche professionnelle, elle est un secteur qui est connecté au secteur associatif qui s'est historiquement intéressé à l'animation, et elle est en même temps un creuset de coopération entre des acteurs éducatifs, sociaux, culturels et sportifs.
Et donc, du coup, à travers l'animation, que ce soit à un niveau local, à un niveau départemental ou à un niveau national, on a une possibilité d'articuler les échelles et les secteurs de l'action publique. Et donc, c'est ce qu'on essaye de montrer dans une idée reçue qu'on a rédigée avec Jordan Paris sur ce sujet-là, qui montre que l'importance de ce secteur-là dans les politiques de jeunesse. Donc, un rôle central qui est une évolution dans la longue durée du secteur, qui mérite du coup ensuite de rentrer dans le détail du secteur, de cet univers professionnel en tant que tel, qu'on traite plutôt dans la deuxième partie. Effectivement, la deuxième partie du livre, elle rentre plutôt dans le cœur du métier d'animateur et d'animatrice, en regardant concrètement quels sont, d'abord, qui sont ces animateurs et animatrices, quelles sont leurs conditions d'emploi, quelles sont leurs conditions de formation. Alors, je disais en introduction que certaines idées reçues sont parfois confortées par les enquêtes. Bah, c'est typiquement le cas dans cet aspect professionnel, puisqu'on retrouve bien, et c'est tout à fait décrit dans les chapitres de cette deuxième partie, une description d'un univers professionnel qui manque de reconnaissance, de conditions d'emploi qui sont souvent dégradées, on va y revenir, et puis d'une dévalorisation plus générale des métiers. Alors, peut-être pour donner quelques éléments de cadrage sans rentrer dans les réflexions de chacun des chapitres qui sont présents dans cette partie, je pense notamment à ceux de Francis Lebon, de Cyril Bock, de Julien Netter ou de Simon Kéchichian. Deux points peut-être à aborder là aujourd'hui. D'abord, le premier, c'est de savoir qui sont les animateurs et animatrices. Alors, c'est pas facile de dire de qui on parle, parce qu'au-delà de la diversité des publics, de la diversité des lieux, on a des intitulés qui sont variés. On peut être animateur socio-éducatif, socio-culturel, animateur de loisirs, animateur sportif, animateur petite enfance, etc. On a des statuts variés. On a des salariés, des saisonniers, des bénévoles qui font au quotidien ces missions d'animation. On peut essayer quand même d'en donner un portrait général, puisque l'INGEP a publié récemment une étude sur les profils des animateurs et des animatrices, à partir notamment des données de l'enquête emploi de l'INSEE, qui traite de celles et ceux qui sont catégorisés comme animateurs socioculturels et de loisirs, ce qui exclut donc potentiellement les bénévoles, les stagiaires, etc. Dans cette étude, on comprend qu'en 2023, on a environ 390 000 animateurs et animatrices, mais du coup, le chiffre est un peu sous-estimé puisqu'il faut rajouter ces bénévoles et ces stagiaires. Mais quand on regarde simplement cela et qu'on les compare à d'autres secteurs professionnels, ce qu'on réalise, c'est que c'est d'abord un secteur très féminisé. Trois quarts des animateurs sont en fait des animatrices, avec des hommes qui sont plus surreprésentés dans les postes de direction et dans les postes d'animation jeunesse auprès des adolescents et des adolescentes. On a un secteur qui est très jeune. La moitié des animateurs et animatrices a moins de 34 ans, un quart a même moins de 25 ans. Les plus de 50 ans sont minoritaires, 1 sur 5 parmi ces animateurs et animatrices. On a une spécificité aussi qui est le fait que les professionnels de l'animation soient recrutés principalement en majorité 6 fois sur 10 par des collectivités locales. Pour les autres, ce sont des employés du secteur privé, mais souvent du secteur privé associatif. Et puis surtout, on observe par rapport à d'autres secteurs professionnels des conditions d'emploi précaires. Dans environ la moitié des cas, on a des contrats courts, on a du temps partiel qui est souvent subi, notamment par les animatrices, et encore plus dans l'animation périscolaire. On a quasiment la moitié des animateurs et animatrices qui n'en font pas leur emploi principal et qui vont compléter leurs revenus par d'autres emplois parallèles. On a un quart de ces professionnels qui sont en sous-emploi, c'est-à-dire qui pourraient travailler plus, mais qui ne le peuvent pas. Et puis, on a des salaires bas. Si on calcule en termes d'équivalent temps plein, la moitié sont sous la barre des 1 800 euros net par mois. C'est 450 euros de moins que dans la moyenne des autres secteurs. Et puis, on a enfin un grand turnover dans ces équipes, puisque 3 animateurs et animatrices sur 10 sont dans leurs équipes depuis moins d'1 an. Alors ça, c'est le profil des conditions d'emploi. Il y a un autre enjeu important qui est celui de la formation, puisque les animateurs et animatrices sont en général assez peu formés. 7 animateurs et animatrices sur 10 ont un diplôme égal ou inférieur au bac. Et ça pose, donc ça c'est la formation générale, mais ça pose aussi la question de la formation plus précisément à l'animation, d'autant que le Code de l'action sociale et des familles instaure des quotas de qualification au sein des équipes d'animation. Quand vous avez une équipe qui encadre des enfants et des adolescents, vous devez avoir au moins la moitié des animateurs et animatrices qui sont qualifiés, qui ont un brevet ou un diplôme, sur lesquels je vais revenir. 20% au maximum qui peuvent ne pas être du tout formés, et puis du coup entre 0 et 50% qui sont en cours de formation. Alors, quels sont les diplômes disponibles ou les formations disponibles pour se former à l'animation? Vous avez d'un côté, et vous le voyez sur le schéma, des diplômes qui sont des diplômes de l'animation professionnelle,
alors qui peuvent être délivrés soit par le système scolaire, soit par le système universitaire. C'est le cas du BUT, l'ancien DUT, qui est un bachelor animation sociale et socioculturelle qui est dispensé par les IUT, les instituts universitaires de technologie, dans les départements de carrière sociale. Et c'est le cas depuis quelques années seulement d'un baccalauréat professionnel qui s'appelle animation, enfance et personnes âgées. Ça, c'est les diplômes délivrés au niveau bac et post-bac par le système scolaire et universitaire. Vous avez ensuite des diplômes qui sont délivrés par le secteur associatif, qui sont validés évidemment par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, des diplômes qu'on appelle de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Vous avez, selon les niveaux de diplômes, des brevets, des certificats, des brevets, des diplômes, le BPGEPS, le CPGEPS et DEGEPS, qui sont en général des diplômes qu'on obtient quand on a déjà eu une première expérience professionnelle dans l'animation et qu'on passe en alternance dans le secteur associatif. Et puis de l'autre, vous avez des diplômes, ou plutôt des brevets, qui sont dispensés par des organismes habilités, qui sont le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et d'animatrice, le BAFA, ou le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de direction, qui sont deux brevets et pas des diplômes reconnus comme tels, qui forment des personnes qui ne veulent pas faire de l'animation leur métier, mais qui veulent faire de l'animation occasionnelle, temporaire, c'est-à-dire en marge de leurs études, en marge de leur travail. Pour parler simplement du BAFA, l'esprit de ce brevet a un petit peu changé. Il était là au départ pour initier à l'animation occasionnelle, pour donner les bases des techniques d'animation, les règles de sécurité élémentaires, ce qui peut être aussi lié aux relations qui sont entretenues avec les enfants et les adolescents qu'on va encadrer. Alors qu'aujourd'hui, et notamment depuis l'arrêté de 2015, le contenu s'est largement densifié, technicisé. Maintenant, il faut savoir, quand on passe le BAFA, pouvoir évoluer dans différents secteurs. On ne forme plus seulement des jeunes qui vont partir en colo, mais on va former des jeunes qui vont faire de l'animation plus près de chez eux, en accueil de loisirs, dans le périscolaire. On forme à des savoir-faire techniques, savoir se repérer dans un projet éducatif, dans un projet pédagogique, dans un projet d'animation, à différentes strates du terrain. Et puis surtout, savoir identifier et gérer différents cas, identifier et faire face à des cas de harcèlement, de discrimination, de violences sexistes et sexuelles, gérer les enfants qui sont en situation de handicap, etc. Et aujourd'hui, et je terminerai par là, le constat est assez net. Les animateurs et les animatrices se forment principalement par le biais de ce BAFA, plutôt que par le biais des diplômes professionnels. Chaque année, on a environ 3000 BPGEPS qui sont délivrés, alors qu'on a 50 000 BAFA dispensés chaque année. En tout cas, c'était le cas ces dernières années. Alors évidemment, le différentiel s'explique, hein. Le BAFA est la porte d'entrée majoritaire vers l'animation, et puis certains vont se former au BAFA sans savoir qu'ensuite ils vont se diriger vers l'animation comme métier. Donc ils vont parfois se mettre à faire de l'animation professionnelle, mais en restant à leur première formation qui était le BAFA, sans passer de nouveaux diplômes. Et puis on a aussi des diplômes qui sont délaissés, notamment par les employeurs, et je pense en particulier aux collectivités locales, qui envoient plutôt se former leurs employés en BAFA, plutôt que dans un diplôme professionnel, qui est en général plus coûteux, plus long et plus demandeur de temps pour leurs équipes. Donc, ces deux aspects mis bout à bout, les conditions d'emploi et les conditions de formation, on se rend compte que le secteur de l'animation n'est pas seulement déconsidéré parce qu'il s'agit de gérer les loisirs des enfants, mais aussi parce qu'il y a ces conditions d'emploi et de formation largement dégradées. L'animation reste du coup perçue comme un métier qui est souvent réservé aux jeunes, comme une première expérience plutôt que comme un emploi durable, comme un poste qui n'offre pas forcément de très bonnes conditions de travail et comme une mission facile qui ne demande pas beaucoup de qualifications. Ce qu'on peut largement renverser justement en venant à cette troisième partie qui rentre au cœur de ce que fait l'animation et ce que font les animateurs et animatrices. Merci beaucoup. Alors effectivement, la troisième partie, on s'est dit que c'était intéressant d'aller se pencher sur ce que disent les données en sciences de l'éducation, en sociologie, en histoire, sur ce que finalement l'animation, elle fait du point de vue des jeunes, en cherchant d'abord à regarder qui sont les jeunes qui sont concernés aujourd'hui. Donc on sait qu'on a à peu près la moitié d'une génération qui a déjà fréquenté un centre de loisirs. On a 3/4 des enfants qui fréquentent un accueil périscolaire avec vraiment un temps important pour la cantine, puisque le reste du temps, ça peut être dans certaines collectivités le matin avant l'école et le soir après l'école. Donc voilà. Et puis donc dans cette partie-là, il y a pas mal de contributions qui permettent aussi de saisir finalement quels sont les temps de l'animation, comment ça s'organise aussi par rapport au temps scolaire, hein. Jérôme Camus explique bien comment c'est des temps qui s'enchâssent les uns dans les autres, mais qui ont pour objectif, malgré tout, d'offrir finalement divers moyens, divers lieux, divers espaces
pour accompagner, accueillir et prendre en charge les enfants et les adolescentes et les adolescents. Ce qu'on observe dans les publications, c'est que d'une part, l'animation, ça s'appuie sur les politiques d'éducation prioritaire, notamment avec cet enjeu d'accueil inconditionnel qui va faire que tous les enfants peuvent faire partie et peuvent fréquenter ces espaces. Ils peuvent et elles peuvent fréquenter ces espaces, mais en fait, ce qu'on va voir, c'est que selon les milieux sociaux, les jeunes et les familles surtout vont pas les investir de la même manière, puisqu'on va voir que ce sont les jeunes des classes les plus favorisées qui vont finalement fréquenter le plus d'espaces différents en dehors de l'école, dans l'accompagnement de leurs loisirs, dans l'accompagnement de leurs activités, dans la pratique des activités et de loisirs. Alors typiquement, parmi tous ces lieux d'offres d'encadrement, d'offres locales d'encadrement, il y a les lieux de l'animation socioculturelle dont on parle, mais il y a aussi les clubs sportifs, les conservatoires, les lieux des pratiques artistiques et culturelles, et voilà. Et donc c'est tout ça qui va s'inscrire en parallèle, en plus du temps scolaire. Tous ces espaces-là, c'est des espaces de socialisation par lesquels les enfants peuvent acquérir des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, des manières d'être aussi et des valeurs qui vont leur être transmises et qui vont faire sens au fur et à mesure de fréquenter tous ces espaces. Ce qu'on observe en regard, c'est que certaines fractions des classes populaires, elles, vont privilégier un accompagnement des enfants et une prise en charge plutôt maternelle des enfants au sein du foyer. Et en fait, ce qu'on va voir aussi, c'est que les travaux montrent bien que la réussite des enfants passe par l'école, mais aussi par les activités annexes. Et donc, c'est là où on va voir l'important d'avoir la multiplicité de ces activités dans les parcours des enfants versus finalement le passage uniquement par l'école. Et donc, les enjeux autour de la complémentarité entre l'école et les enjeux et les espaces de l'animation et de l'animation jeunesse et de l'enfance. Ce qu'on voit également et qui pose, enfin voilà, qui interpelle souvent sur l'âge des animatrices et des animateurs, c'est finalement est-ce qu'on peut apprendre avec des jeunes, par des jeunes, entre jeunes? Et ce qu'on observe dans les données de sciences sociales, c'est que finalement cet apprentissage par les pairs qui s'exerce aussi et d'une autre manière dans plein d'autres espaces, elle s'explique par une proximité d'âge et pour autant qui ne signifie pas une horizontalité des relations, puisqu'il y a des animatrices et des animateurs, et puis des enfants, quelque part, qu'on pourrait dire animés par ces animatrices et ces animateurs. Donc voilà, donc c'est ça, enfin, l'idée c'était de présenter aussi qui sont les jeunes concernés, et puis ensuite de revenir un petit peu à travers les résultats de la recherche sur quelles sont les activités, les jeux, les loisirs qui leur sont proposés et comment ça s'inscrit, comment ça se distingue aussi du temps de vacances et du temps scolaire. Alors ça se distingue du temps de vacances puisque comme on l'a dit, là on parle plutôt de l'animation périscolaire. L'animation extrascolaire, elle se fait sur le temps de vacances. Donc ça va être les colonies vacances ou les centres de loisirs l'été ou les centres de loisirs pendant les vacances, les petites vacances. Mais par contre, le périscolaire, lui, va se retrouver à chaque fois tenaillé avec le temps scolaire qui prend un certain volume horaire au sein des journées et des semaines des enfants et des adolescentes et des adolescents. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des apprentissages qui vont se passer à côté et donc clairement dans la notice de Baptiste Bespatin et Nathalie Roucous, il y avait cette idée reçue qu'aujourd'hui les enfants ne savent plus jouer, qui est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et en fait, ça pose la question du temps qu'on leur donne pour avoir leurs activités de loisirs. Et dans leurs travaux, à partir d'une recherche à la fois sociologique et historique, ils vont remonter sur comment en fait on a saisi les attentes des enfants et des jeunes sur leurs activités de loisirs et ils vont montrer qu'une grande partie consiste à passer du temps avec des copains et des copines sans pour autant que ce soit un temps encadré au sens d'activité déjà programmée. C'est-à-dire que c'est un temps où il y a des adultes qui sont là pour sécuriser ces espaces-là et pour autant, ils et elles vont demander depuis les années 80 la même chose, avoir du temps pour être ensemble, pour s'amuser, pour décider de leurs occupations et pour jouer avec leurs amis. Au-delà de cette notice-là, ce qu'on voit à travers les contributions de Marion Perrin, de Jérôme Camus, mais aussi de Simon Kéchichian ou de Baptiste Bespatin et de Nathalie Roucous, c'est aussi l'importance de ces activités qui vont se jouer par le groupe, par les activités et par le jeu, et qui vont constituer en fait tout un tas d'apprentissages qui vont être aussi transférables
dans le monde scolaire, puisqu'il y a des attentes qui vont être communes sur l'appropriation du lieu et des espaces, sur l'accumulation de ressources informelles, la négociation des marges d'autonomie, la manière de prendre la parole en public ou avec un groupe, la manière de piloter un jeu, de mettre en place un jeu, qui vont demander des efforts de sociabilité, qui vont demander à faire du groupe en permanence. Du côté des activités, il va y avoir tout un travail mené avec les enfants sur les enjeux de positionnement, d'affirmation des préférences, d'espaces de négociation qui vont derrière poser la question des pratiques marginales ou des jeunes et des enfants qui se retrouvent en situation marginale dans ces espaces quand même pensés pour et par le groupe. Et puis enfin, il y a le jeu. Et par le jeu, en fait, même si finalement, souvent ou parfois on entend que par le jeu, bah, justement, on se détend et on n'apprendrait rien, les travaux montrent bien que par le jeu, il y a toute une somme d'apprentissage qui va passer aussi par le fait de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir s'organiser, de pouvoir maîtriser son temps et notamment son temps libre. Et donc toutes ces activités organisées hors du temps scolaire, elles laissent finalement peu de place au temps pour jouer par soi, par les jeunes. On va voir qu'il y a un enjeu d'ajustement sur les programmes de la journée. Et finalement, ce que montrent les collègues, c'est moins l'incapacité des enfants à jouer que l'impossibilité de le faire au regard de l'ensemble des activités qui leur est demandé et des investissements qu'on leur demande dans la journée scolaire et périscolaire, à la fin de laquelle ils et elles sont régulièrement épuisés. Donc voilà, c'était aussi l'objectif de cet ouvrage, de ne pas parler que du métier de l'animation ou de son histoire, mais aussi de regarder du côté des recherches les plus récentes, qu'est-ce qu'on savait du côté des jeunes, de leurs attentes, de leurs besoins, mais aussi de leurs pratiques et de la manière dont les sciences sociales peuvent apporter un regard sur leurs pratiques. Enfin, dans cette présentation, bien évidemment, on n'a pas eu le temps de parler de tous les articles. Il y a plein d'autres thématiques qui sont investiguées par les sciences sociales. Il y en a un certain nombre qui sont présentés dans l'ouvrage, notamment les enjeux autour de la mixité sociale, celles autour des activités de consommation et de marchandisation du secteur de l'animation, les enjeux autour des coûts et des financements des loisirs pour les familles, les enjeux autour de la santé, de l'alimentation, de la mixité de genre et de la sexualité, mais aussi la question des violences sexuelles. Tout ça pour vous dire que cet ouvrage, il a pour objectif non pas de faire l'exhaustivité des recherches qui portent sur l'animation jeunesse, mais plutôt de proposer en tout cas des entrées thématiques par des idées reçues, de manière à réfléchir et donner à réfléchir et continuer à produire de la recherche sur l'animation jeunesse, sur la jeunesse, sur les professionnels, sur ces animatrices et ces animateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois pour cette présentation et pour avoir relevé le défi ô combien important de montrer d'une part la complexité, puis d'autre part également la richesse d'un secteur multiforme. Je crois que vos différentes interventions ont bien abordé cela, un secteur quelquefois fantasmé, en bien ou en mal d'ailleurs, mais qui participe à sa manière à la solidité du corps social. Et je pense que ce que tu viens d'évoquer, Yael, le démontre de manière assez claire. Alors, vous avez loisir pour celles et ceux qui sont en ligne de poser vos questions sur le petit onglet QR en bas de l'écran. Donc, n'hésitez pas à le faire. J'essaierai de les relayer le plus largement possible. Vous êtes quand même très nombreux à avoir déjà posé quelques questions. Alors, peut-être pour démarrer autour des questions de définition, de caractérisation, vous y êtes revenus chacun à votre manière. Dans l'animation, il y a l'animation dite volontaire, l'animation dite professionnelle. Il y a eu une évolution au fil du temps, d'un transfert de l'un à l'autre, des développements divers, avec des questions de diplomation qui aussi concernent chacun de ces secteurs. Est-ce que donc une première question, est-ce que dans les différentes contributions, il y a une différenciation, en tout cas une prise en compte de ces deux voies autour de l'animation, et si c'est le cas, un peu comment? Alors effectivement, c'est une dimension qui est très présente dans le livre. Alors c'est pareil, un peu disséminé dans différents chapitres, parce que le livre montre bien que l'animation, c'est une profession récente, mais qui s'inscrit vraiment dans une histoire longue, comme le disait Emmanuel, qu'elle est faite beaucoup. Alors ça part beaucoup de l'histoire des colonies de vacances, donc le chapitre de Julien Fuchs revient beaucoup là-dessus.
C'est fait de beaucoup d'ancrages confessionnels ou laïques, mais qui sont des ancrages militants, bénévoles au départ, et qui ensuite se transforment à mesure que se transforment à la fois les lieux. Les colonies de vacances vont donner lieu aux centres aérés à proximité, et puis les objectifs qui étaient au départ des objectifs moraux, sanitaires, deviennent des objectifs éducatifs, et à mesure que ces transformations de lieux et d'objectifs s'opèrent, ben, on demande de plus en plus aux animateurs et animatrices qui ne s'appellent pas encore tout à fait comme ça au départ, de se former. Et donc, à partir de ce nœud de la formation, on commence à professionnaliser aussi le secteur. Et aujourd'hui, on a un secteur qui s'est largement professionnalisé depuis les années 70-80, mais qui est beaucoup fait quand même d'engagements qui sont des engagements bénévoles ou d'ancrage professionnel, mais comme je disais, des saisonniers. On a aussi des étudiants, des étudiantes qui font de l'animation pendant quelques congés, etc. Donc les deux cohabitent aujourd'hui entre l'animation professionnelle et l'animation occasionnelle, et avec parfois un troisième terme qui arrive à se greffer par-dessus, qui est le volontariat, qui est mis en avant par certains mouvements d'éducation populaire pour justement reconnaître un petit peu la lisière entre les deux, entre le bénévolat et l'engagement professionnel. Est-ce que, bah, pour poursuivre, parce que, sur cette distinction et puis aussi un peu sur sur ces conditions aussi d'emploi que vous avez abordées tout à l'heure, euh, on a plusieurs questions autour des conditions d'emploi, notamment des conditions d'emploi considérées plutôt comme dégradées. Peut-être vous pouvez y revenir sur cette dimension-là. Des questions au travers du contrat d'engagement éducatif, qui est le cadre un peu aujourd'hui, contrat un peu dérogatoire qui cadre cela. Est-ce que dans les contributions, il y a un chapitre qui aborde ce sujet? Et puis, j'en profite tout de suite, toujours sur ces questions de conditions d'emploi. Euh, alors, il faut juste que je retrouve la question. Elle est là, sur la question comment dirais-je, des dispositifs ou des politiques qui viseraient à impulser une attractivité du secteur, justement pour aussi traiter cette question de dégradation. Est-ce que, pour vous, selon vous, les collectivités, notamment les régions, là, prennent une part dans des politiques de formation un peu volontaristes qui permettraient de rendre plus attractive cette profession ou pas? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a dans l'ouvrage cette dimension de politique de formation impulsée par un acteur local, quel qu'il soit? Je cite là les régions, mais ça pourrait être les communes, par exemple. Je ne sais pas qui veut se lancer. Alors, j'y vais sur les Vas-y. conditions d'emploi et puis je vous laisse la suite. Alors, sur les conditions d'emploi, bah, effectivement, là, je dressais tout à l'heure un tableau qui était un peu le tableau général. Si on fait la moyenne des animateurs et animatrices dans le secteur et donc dans les différents lieux qu'on a évoqués, on peut aussi, alors ces conditions, elles sont abordées dans beaucoup de chapitres, mais on peut revenir notamment sur un des chapitres de Jérôme Camus qui traite du périscolaire, et là où les formes de dégradation des conditions de travail sont assez fortes, notamment parce que se rajoute quelque chose que j'ai cité un peu à la marge tout à l'heure, mais quand je parlais de temps partiel subi, là on a dans le périscolaire un temps partiel qui est très fractionné, puisque des animateurs et surtout des animatrices travaillent le matin avant l'école, où il faut aller, quand on confie ses enfants au périscolaire, ensuite vont avoir 2-3 heures de pause, puis vont retravailler dans la pause du midi et encadrer la cantine, et puis ensuite repartir pour revenir dans les activités périscolaires du goûter et du soir. Donc là, on a des temps qui sont vraiment fractionnés. Euh, Peut-être rappeler aussi, et c'est pour ça que parfois les discours un peu dévalorisants sur l'animation posent question, c'est qu'effectivement, il est important de rappeler, à mon avis, que c'est un secteur qui est surtout tenu par des femmes issues des classes populaires, qui ont peu de ressources et à qui on demande aussi beaucoup d'investissement et dans des conditions pas simples toujours. Donc voilà, c'est cette question des conditions d'emploi est importante. Et alors, pour revenir sur le contrat d'engagement éducatif, c'est effectivement un contrat qui est à la lisière, qui fait partie de ce monde du volontariat, qui est entre le- l'engagement bénévole et entre
travail. Beaucoup d'animateurs et d'animatrices, alors ceux qui sont en CDI et à temps plein ont des contrats assez classiques, mais beaucoup peuvent être payés à l'heure. Le contrat d'engagement éducatif, il permet justement d'avoir un forfait un peu à la journée. C'est notamment ce qu'on propose à des stagiaires BAFA ou des animateurs et animatrices qui auraient obtenu le BAFA, de partir en colo avec ce contrat d'engagement éducatif. Il a été revalorisé ces dernières années, mais il n'est pas encore proposé partout et par toutes les structures. Donc c'est une forme de reconnaissance d'un entre-deux entre bénévolat et travail, mais ce n'est pas encore une reconnaissance qui est appliquée dans toutes les structures. Juste pour la question des politiques publiques, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entrée thématique sur l'attractivité du secteur dans l'ouvrage, mais par contre, c'est quelque chose qui va être finalement en filigrane de pas mal de contributions, que ce soit celle de Emmanuel Porte et Jordan Paris sur les politiques de jeunesse, que ce soit celle de Jérôme Camus, de Francis Lebon, ou encore là, ce que je regardais de Cyril Bock. On va retrouver en fait pas mal d'éléments d'apport sur les questions autour des collectivités. Et puis, enfin, voilà, que ce soit département ou région, et sur leur forme d'accompagnement du secteur, que ce soit sur la prise en charge partielle ou totale des BAFA ou des BAFD, par exemple, sur voilà, les temps de formation pour les agents municipaux ou les agents des départements ou des régions. Enfin, voilà, il va y avoir finalement en filigrane des articles pas mal d'éléments pour réfléchir, en fait, parce que c'est quelque chose qui traverse toutes les personnes qui se posent la question autour de l'animation sur la question de l'univers professionnel et de ce secteur professionnel. Voilà. Et puis, il n'y a pas la réponse à comment rendre attractif, parce que c'est surtout pas un ouvrage avec des solutions, mais c'est un ouvrage avec les constats des sciences sociales qui peuvent derrière permettre de réfléchir aux limites, en tout cas, et aux forces de développement et de la réflexion pour penser les politiques publiques. Juste peut-être un micro-complément, mais dire aussi que dans plusieurs contributions, on voit que ces enjeux de formation et qui contribuent à l'attractivité, elle est aussi liée à la nature des relations entre les acteurs associatifs et les politiques publiques qui sont en permanence négociées. Les acteurs associatifs et les grosses fédérations nationales sont elles-mêmes promotrices de politiques de formation qui sont en constante évolution, qui intègrent de nouvelles thématiques et qui sont discutées aussi dans les relations avec les pouvoirs publics. Donc, c'est, je crois, ça aussi l'animation, c'est que c'est sans arrêt une question négociée entre des acteurs publics, des acteurs associatifs et des acteurs intégrés à différents niveaux territoriaux. Et justement, peut-être pour rebondir à ce que tu rappelles à l'instant sur cette articulation et ces échanges, dans l'ouvrage, vous déconstruisez un certain nombre d'idées reçues. Vous montrez aussi que l'animation, enfin, vous l'avez bien présenté, que l'animation jeunesse est une composante pardon, à part entière de l'écosystème éducatif, hein, vraiment. Bien qu'elle reste symboliquement un peu à l'écart, hein, en périphérie de l'école, est-ce qu'au travers des contributions, sans rentrer dans le détail, mais de manière générale, de manière un peu transversale, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, pourrait aujourd'hui empêcher une reconnaissance institutionnelle et politique de l'animation comme espace éducatif légitime au même titre que l'école? Enfin, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait peut-être faire se rapprocher ces deux espaces qui sont, vous l'avez redit, complémentaires d'un même écosystème et qui peut-être ne se parlent pas assez, enfin je le dis avec mes mots là, ne se parlent pas assez ou ne sont pas ou sont articulés de manière insuffisante? Bah, en tout cas, ce qu'on peut déjà dire au regard des articles, c'est que la question de la continuité entre le école, hors école, elle est permanente en fait. Et elle traverse la question de l'animation et pas du tout de manière dans la période récente, quand on prend les articles qui sont plutôt sur l'histoire, le rapport à l'école, l'histoire et la question de l'éducation populaire, cette question de la continuité des apprentissages, de la continuité de la journée pour les enfants, des rythmes de l'enfant, elle est en permanence dans toutes les contributions. Et donc elle va permettre aussi de penser la place de la reconnaissance institutionnelle par la question de la continuité éducative, par la constitution, enfin par la réflexion qu'il y a et les travaux qui montrent bien enfin, les effets, ou en tout cas la segmentation des pratiques professionnelles et des professionnels qui sont au contact des jeunes, parce que là on place les animatrices et les animateurs et les enseignantes et les enseignants, mais il y a aussi finalement
plein d'autres professionnels qui travaillent auprès des jeunes. Quand on a des professionnels du sport qui sont qualifiés par un diplôme sportif spécifique, ils vont être au contact des jeunes, ils vont prendre en charge aussi un temps de loisirs éducatifs, en plus des animatrices et des animateurs. Enfin, en fait, dès le plus jeune âge, les jeunes, ils vont grandir avec une panoplie de professionnels autour d'elles et eux, qui vont participer d'une part à la reconnaissance institutionnelle globale de l'éducatif et de la nécessité, et de l'importance de l'éducation complémentaire, mais aussi avec derrière, et c'est ce qu'on va voir, des formes de hiérarchisation entre les institutions et d'un point de vue historique et qui continue encore aujourd'hui. Oui, puis je crois que l'ouvrage, il montre bien aussi que la complémentarité de principe, elle se confronte toujours à la complémentarité de pratique, et que c'est très différent d'être dans une activité périscolaire qui se déroule dans une enceinte de l'école ou d'être dans une colonie de vacances quand on parle du travail des animateurs. Ils sont dans une position professionnelle un peu différente. Ils s'articulent avec d'autres types d'acteurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a des possibilités toutes les possibilités de coopération qui s'expérimentent sur le terrain, elles sont aussi très liées à des situations d'emploi concrètes et à des types d'activités particulières, quoi. Et c'est en filigrane de tous les exemples qui sont pris dans les différentes idées reçues de l'ouvrage. Et peut-être juste pour terminer sur cette question de la reconnaissance, en fait, il y a quand même la question du loisir et de la légitimité des loisirs pour apporter des choses. Alors, qui est de plus en plus légitime, hein. Enfin, c'est pas pour rien qu'on développe des serious games et tout ça. Enfin, qu'il y a toute une réflexion aussi sur comment faire et développer des apprentissages par le jeu. Mais on voit bien dans les travaux, notamment de Baptiste Bespatin et Nathalie Roucous, comment le jeu est questionné comme étant un espace d'apprentissage complémentaire à celui des autres. L'enjeu toujours étant là-dedans de refaire la jonction que la plupart des acteurs associatifs font aussi avec l'éducation populaire, c'est que c'est aussi par exemple l'apprentissage par le jeu dans un cadre collectif. C'est pas le jeu pour le jeu individuel, c'est une dynamique collective d'apprentissage et c'est ça qui marque aussi la professionnalité de ces animateurs et animatrices. Alors, justement, sur les questions de professionnalité d'animateurs et d'animatrices, plusieurs questions ça ne va pas vous étonner, hein, sur le BAFA. Sur le BAFA, moins sur le BAFD, mais sur le BAFA, quelques-unes, notamment sur l'évolution de ce diplôme. Tout d'abord, au regard des évolutions du secteur tel que vous l'évoquiez depuis tout à l'heure, et puis quelques questions aussi sur l'impact éventuel du BAFA à 16 ans, de l'abaissement de l'âge aujourd'hui permis pour obtenir ce diplôme d'animateur, enfin, cette formation sur le diplôme d'animateur. Est-ce que là-dessus, il y a un, deux chapitres qui documentent, qui reviennent sur justement les idées reçues sur ce sujet-là? Il y a un chapitre centralement écrit sur le BAFA que j'ai pu écrire dans le livre, qui revient sur cette idée reçue que le BAFA, c'est quelque chose de facile à obtenir et qu'il suffit de s'inscrire pour obtenir le BAFA. Justement, dans le chapitre, j'essaie de revenir un peu sur ces évolutions en montrant que d'abord, le contenu a bien changé. Alors, les stagiaires s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils n'ont pas la différence historique, mais par contre, les formateurs, formatrices, alors, on est en plus en parallèle en train de terminer avec Camille Roudot une enquête au sein de l'INGEP sur les stagiaires BAFA. Donc, les formateurs et formatrices qu'on a pu rencontrer et qui sont dans l'animation depuis de longues années voient bien que le contenu s'est complètement développé, que vraiment, il y a aujourd'hui beaucoup plus d'attentes. Il faut former des stagiaires qui vont vraiment être, alors ça a toujours été le cas, prêts à encadrer des enfants dans de bonnes conditions, mais là, qui vont vraiment faire fonction, même en tant que stagiaire, parfois d'animateurs et d'animatrices à titre principal, ou en tout cas pas être juste un complément de l'équipe, mais vraiment prendre part activement. Donc il y a vraiment une formation et une évaluation des différentes étapes de la formation qui a largement progressé, ce que j'essaie de décrire dans le livre. Et alors, dans le chapitre, j'évoque pas complètement la question du BAFA à 16 ans, qui sera l'objet des résultats dans les 2 rapports qui sortiront cette année sur les stagiaires BAFA. Je ne peux pas trop spoiler les résultats, mais on peut déjà annoncer que, effectivement, l'ouverture à 16 ans avait créé beaucoup d'inquiétudes, de réticences, de questionnements du secteur associatif, des organismes formateurs. Du constat qu'on peut faire aujourd'hui et que tout le monde partage maintenant avec ces 2-3 années de recul,
ça va pas complètement révolutionner le BAFA, et surtout ce qui fera peut-être plaisir à entendre du côté des acteurs et des actrices du secteur, c'est qu'on a toujours des jeunes, et notamment des jeunes de 16 ans, qui sont toujours très motivés pour venir passer le BAFA pour les mêmes raisons qu'avant, c'est-à-dire encadrer des enfants et les accompagner dans leurs loisirs éducatifs. Donc ça, c'est toujours très présent. Ça demande effectivement quelques ajustements dans la composition des groupes et dans les pédagogies qui sont utilisées. Mais pour le coup, voilà, les choses ne se sont pas complètement renversées. Euh, sur un tout ordre d'idées et de questions, deux, trois questions également qui arrivent là sur ma tablette, et ça ne va pas vous étonner, dans un contexte de dénonciation croissante de violences sexuelles qui peuvent être faites dans différents cadres, et peut-être avec un présupposé d'une prévalence peut-être bon, que je ne vais pas qualifier, puisque je ne sais pas la qualifier. Est-ce qu'il y a une idée reçue dans l'ouvrage sur ces questions de violence sexuelle, et est-ce qu'il y a quelques éléments rapides qui pourraient venir étayer cette interrogation légitime? Alors oui, dans l'ouvrage, on a aussi un chapitre sur les violences sexuelles dans les accueils collectifs de mineurs. Dans un contexte d'inacceptation sociale grandissante sur les violences en général, sur les violences faites aux femmes et aux enfants en particulier. Et donc ça nous a semblé intéressant de prendre aussi en compte les travaux de la jeune recherche sur les violences sexuelles qui se passent dans les accueils collectifs de mineurs. Donc c'est un article écrit par Paul Brumand qui montre bien que les accueils collectifs de mineurs sont aussi des lieux où il peut y avoir des violences sexistes, sexuelles, du harcèlement, des processus de discrimination, mais malgré tout bien moins statistiquement, et quelles qu'en soient les données statistiques, hein, il montre bien que par rapport aux violences vécues dans le cadre familial, dans le contexte familial, les accueils collectifs de mineurs sont quand même des espaces bien plus sécurisés et sécurisants pour les enfants. Donc voilà. Il va montrer également que la question des signalements, elle va avoir des enjeux différents, et elle va être prise en compte et documentée par la recherche, et documentable aussi par la recherche de manière difficile. Et finalement, dans son article, on lit aussi l'importance ou l'intérêt de poursuivre les travaux de recherche sur ces questions-là par les différentes institutions qui vont se retrouver confrontées aux violences sexistes et sexuelles, y compris dans les accueils collectifs de mineurs. Et j'ajoute que ça fait partie des transformations justement dans les formations, notamment dans le BAFA ces dernières années. Les organismes formateurs sont particulièrement attentifs à introduire, alors c'était déjà en question avant, mais ça devient particulièrement systématique de pouvoir identifier, de pouvoir gérer des cas de violence psychique, physique, sexuelle. Donc ça fait partie aussi des évolutions récentes de la formation. Et puis enfin, peut-être ce que rappelle Paul Brumand, c'est bien le fait que s'il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont concernés par les violences sexistes et sexuelles en accueil collectif de mineurs, on voit que par contre les filles sont concernées par des violences sexistes et sexuelles de manière, il y a un continuum des violences qui va s'exercer de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, tandis que pour les garçons, on va dire que ça c'est circonscrit plutôt à une période de la vie qui ne va pas, enfin on n'observe pas le même continuum de violence chez les garçons que chez les filles. Et pardon pour le raccourci, mais une question qui vient là, sur la question du rapport aux familles, sur la prise en enfin, quel rapport il peut y avoir, ou la place des familles par rapport à ces problématiques d'animation plus générales. Est-ce qu'il y a un chapitre plus spécifiquement consacré aux souhaits, aux envies, positions de retrait Il y a beaucoup de chapitres en fait qui abordent la place des parents, la place des familles, la possibilité pour les familles de faire garder leurs enfants. Est-ce que finalement on fait que garder ses enfants, ou est-ce que on confie ses enfants pour qu'ils apprennent des choses? Et en fait, eh ben, on va voir qu'il y a des enjeux qui vont être différents en fonction des milieux sociaux, mais aussi des attentes et des positions sociales des parents sur le fait de trouver des espaces où on peut occuper ses enfants. Mais en fait, on ne sait pas que de l'occupation, puisque derrière on en attend une progression dans des apprentissages qui ne sont pas forcément toujours clairement définis. Mais en tout cas, il y a des attentes des familles à l'égard du secteur de l'animation pour que les enfants soient plus épanouis, soient plus construits, et que l'ensemble de ces apprentissages aient aussi des résonances dans l'espace scolaire et dans les performances scolaires.
Donc il y a ce point-là, il y a la question des familles et sur la question des coûts des loisirs. Alors il y a un article qui porte sur les coûts des colonies de vacances, mais qui revient aussi sur les coûts du périscolaire avec les enjeux des politiques locales, sur la tarification, sur le nombre de tarifs qui sont proposés, et donc derrière, finalement, des tarifs plutôt équitables ou pas, et qui peuvent mettre en difficulté certaines familles, et qui donc peuvent se retrouver aussi à, entre guillemets, hein, c'est pas dit comme ça dans l'article, mais préférer ne pas mettre leurs enfants au périscolaire pour des raisons économiques également. Et donc, cette question du rapport aux familles, elle intervient finalement, elle est en transversale, moi je dirais, dans les 3 parties et dans tout l'ouvrage, quoi. Alors, non, je suis encore là, un petit problème technique avec ma tablette. Et comme il y a beaucoup de questions, je voulais surtout pas en rater, donc j'ai changé de matériel. Euh, et là, voilà, je vais y arriver. Me voici. Oui, un sujet aussi, c'est vrai qu'on n'a pas, enfin, que j'ai pas vu poindre dans les différentes prises de parole jusqu'à présent, la question du handicap. Est-ce que cette question, elle peut ne pas être traitée, mais est-ce qu'elle transparaît à un moment où c'est des choses qui, ça peut être une idée reçue qui n'a pas été traitée, hein? C'est le cas. Ça fait partie, c'est mentionné effectivement dans les enjeux de formation, parce que ça fait partie aussi des contenus qui sont de plus en plus abordés, mais il y a un constat, je pense, assez collectif, que là, pour le coup, on n'a pas d'entrée Bien sûr. thématique sur cette question-là, et dans les pistes de poursuite de recherche sur l'animation, il me semble que ça fait partie des priorités que chacun et chacune pourrait avoir en tête, parce qu'effectivement, c'est un enjeu qui se pose de plus en plus, notamment avec des reconnaissances de troubles divers. Et donc, cette question de la prise en charge des enfants en situation de handicap, elle est très présente, mais là, un peu absente du livre, malheureusement. Ça fait rebondir sur une des questions qui était aussi posée sur, alors un petit pas de côté, hein, maintenant avec l'ouvrage sort aujourd'hui, hein, c'est une belle journée. Avec le recul maintenant, il y a peut-être des idées reçues, peut-être que celle du handicap qu'on vient d'évoquer, en tout cas la thématique n'était pas saisie. Est-ce qu'il y a une ou deux idées reçues? C'est pas une question piège là. Mais une ou deux voilà, idées reçues, avec le recul maintenant, que vous auriez peut-être aimé traiter ou pas, un peu en piste d'ouverture, mais aussi de thème qu'avec le. En fait, je ne sais pas si c'est plutôt des idées reçues ou des thèmes pour la recherche qui sont dans la question posée. Voilà. C'est plus compliqué pour nous de les poser en idées reçues. Si les recherches, elles n'ont pas été menées, c'est plus facile de partir des idées reçues et d'avoir déjà les recherches et de regarder comment ça répond ou pas, comment ça, comme le disait Hugo au tout démarrage, hein, comment ça déconstruit une idée reçue ou comment ça valide une idée reçue, hein. Il y a des idées reçues qui sont validées aussi dans l'ouvrage. Dans les pistes pour la recherche, effectivement, on avait pointé la question du handicap et de l'absence de travaux, en tout cas à notre connaissance, vraiment sur animation et prise en charge des jeunes et ou des animateurs et des animatrices en situation de toutes les formes de handicap. Il y a la question des minorités de genre aussi, qui continue, enfin voilà, qui commence à être vraiment travaillée sérieusement par le secteur, par les associations et tout ça, mais qui ne l'est pas forcément autant par la recherche. Il y a la question du contrôle, et en fait, mais qui n'est pas que liée à l'animation, mais voilà, une activité de recherche, en tout cas une recherche faite sur les formes de contrôle de ces espaces de loisirs, à la fois sur les différentes législations qui se sont enchaînées sur les conditions d'accueil, mais aussi sur l'alimentation, mais aussi sur les activités, mais aussi sur les personnes qui exercent l'animation. Voilà, mais toutes les formes de contrôle et tous les acteurs du contrôle, en fait, par exemple, qui nous avaient, dans lesquels moi j'avais noté, quand on avait travaillé tous les 15 autour de cet ouvrage, il y avait toutes ces questions-là qui émergeaient. Et puis continuer de travailler aussi sur ce que ça fait aux jeunes, en fait, et ce que ça fait aux enfants, avec une sociologie de l'enfance qui commence à vraiment se développer. Et à prendre de la place dans la sociologie française, mais à poursuivre en fait ce que les enfants ont à apporter de leur point de vue sur l'animation, sur le secteur associatif, sur l'éducation populaire, de leur point de vue. Dans ce que j'avais noté. Oui, moi, je rajouterais peut-être juste aussi du point de vue des besoins de recherche, je trouve que les différentes contributions montrent bien l'importance quand même des contextes à la fois associatifs et territoriaux,
Et on manque quand même de monographie, par exemple, très détaillée, territoire par territoire, parce qu'il y a des spécificités du déploiement en fait, des acteurs associatifs dans les territoires. On n'a pas le même tissu associatif selon qu'on est en Bretagne, en région centre ou en région PACA. Et donc, il y a aussi des enjeux régionaux qui se posent à mesure que les politiques de jeunesse sont de plus en plus de l'ordre du chef de fila des régions et que des initiatives un peu diverses se développent dans ce domaine. Merci beaucoup. On approche presque de la fin. C'est un moment qu'on ne conclut pas, hein, évidemment. Mais peut-être un mot néanmoins, est-ce que vous voulez rajouter un point spécifique Juste à remercier les collègues qui se sont prêtés au jeu de l'écriture et de la relecture de l'ensemble des contributions, puisque tout le monde a relu, tout le monde a travaillé sur une écriture collective avec un but que ça soit accessible au plus grand nombre. En tout cas, vraiment un grand merci pour cet échange aujourd'hui. Les idées reçues sur l'animation jeunesse. Courez très très vite chez votre libraire, parce que je ne pense pas qu'il en reste beaucoup. Mais vraiment un ouvrage très utile, très sincèrement, très utile pour les professionnels de jeunesse, pour les décideurs, pour le citoyen, tout simplement, qui a envie de comprendre aujourd'hui ce que l'animation jeunesse revêt dans sa diversité, dans sa complexité, et puis des pistes aussi qui sont dedans sur les recherches qui seront conduites ici ou ailleurs. Voilà, merci encore pour votre présentation, merci pour l'ouvrage, merci aux quelques 200 personnes qui nous ont suivis en ligne ce midi. Et eh bien, on vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous de la doc dans le mois prochain ou le mois d'après. En tout cas, tout sera précisé sur le site internet idgel.fr et on vous donne rendez-vous à la prochaine retransmission de ces rendez-vous de la doc. Et merci encore à vous trois pour ce travail et la déconstruction de ces idées reçues que dorénavant nous n'aurons plus sur l'animation jeunesse. Merci. Merci à toi.